sur Résilience. Aujourd'hui, je vais recevoir Florence Cassard, donc qui elle est aussi accompagnante, mais tout près des malades, puisque c'est une AES. Donc je vais vous la présenter déjà dans un premier temps. Elle va se présenter un petit peu à nous, et puis ensuite je vais lui poser quelques questions. Mais avant, qu'est-ce que t'inspire le terme de résilience? Écoute, résilience, c'est un peu le chemin de toutes les personnes qui veulent surmonter une épreuve et qui arrivent à trouver les forces en elles pour se reconstruire. Et du coup, après, quand je te parle de résilience, notre chaîne, c'est un très beau néologisme, si on peut dire ça comme ça. Et je ne sais pas si c'est toi qui l'as créé, mais ça a dit beaucoup de choses. Ouais, ça te dit quoi? Ça dit de se relever après une épreuve aussi, et puis seul, mais avec les autres. Est-ce qu'on peut se relever en prenant appui sur quelqu'un, sur quelque chose? En faisant du lien, ouais, tout à fait. Voilà. C'est tout à fait dans l'esprit dans lequel on l'a créé. Alors du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu à nous, à ton parcours, et puis après les questions vont venir. Ça va être un échange, je pense, un peu riche. Très bien. Ok, voilà, moi c'est Florence, ça fait 23 ans que j'interviens chez des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap pour les accompagner au quotidien. Donc mon titre professionnel c'est accompagnant éducatif et social, mais comme ça ne parle pas beaucoup aux personnes, j'aime bien garder l'ancienne appellation d'auxiliaire de vie, parce qu'on comprend qu'on est avec les personnes dans leur vie, on est là pour les accompagner sur leur chemin, c'est eux qui choisissent le chemin, nous on est juste là pour les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent être heureux et bien portants chez eux. Voilà. Avant ça, j'ai fait des études universitaires parce qu'à la base je voulais être enseignant-chercheur dans les sciences du langage en particulier. Mon domaine de recherche c'était la prosodie et les gestes, donc la gestuelle, comment on fait passer des informations par le non-verbal. Et mon but, c'était de travailler sur la transculturalité pour voir si dans les autres cultures, on utilisait les mêmes gestes, voilà, qu'en France. Et puis, les études universitaires, c'est bien beau, mais ça ne paye pas le loyer, ça ne paye pas à manger. Donc, parallèlement à mes études, j'avais commencé déjà dans la prise en soin des personnes âgées. Et finalement, à la fin, ça me plaisait. Et voilà, je me suis lancée à temps presque plein. Parce qu'après, il y a la famille, les enfants, tout ça. À côté de ça, je suis aussi bénévole aux Petits Frères des Pauvres. Donc, je suis toujours dans le même public. C'est une association qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et on vient faire du lien social, on vient recréer du lien en faisant des visites à domicile ou toutes sortes de petites animations. Et récemment, là, j'ai été élue au conseil d'équipe et je suis responsable de l'équipe animation pour organiser toutes sortes de petites sorties, des après-midi festives, toutes sortes de choses comme ça auprès de nos personnes accompagnées. Et avec une équipe fantastique qui est avec moi pour organiser tout ça. Voilà, et mon dernier projet, c'est d'essayer de devenir formatrice, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Moi, je voulais enseigner à la base pour les adultes, donc si j'avais été enseignant-chercheur. Et ça fait 1 an que je suis formatrice occasionnelle, je me régale, et j'aimerais maintenant passer mon diplôme de formateur. Voilà, vous savez tout maintenant. Que de projets! C'est bien, de toute façon, tu restes sur la ligne, sur ta ligne en fait. Hein. Tu as quel âge? 44 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu as bien compté. C'est les cycles de la vie aussi, hein, probablement, et ça te remet sur ta ligne de vie et de travail au niveau astrologique, peut-être. C'est un moment important. Voilà, à suivre, tu verras. Du coup, tu accompagnes des personnes âgées. Pour toi, c'est quoi le plus important dans un accompagnement? Déjà, c'est que la personne, elle reste libre de ce qu'elle veut faire. Et ouais. Nous, on est là pour faire avec. C'est ça qui est le plus important. Parce que là où j'ai beaucoup progressé et là où mon diplôme d'AES m'a beaucoup aidé à prendre du recul, c'était se faire avec. Parce que nous, on a toujours envie de faire à leur place, parce que ça ira plus vite, parce qu'ils se fatigueront moins, parce que ce sera plus facile. Et en fait, c'est là qu'on a tout faux.
Et quand on a compris ça, c'est une autre relation qui s'installe avec la personne, parce que si tu fais à sa place, elle va te prendre pour une femme de ménage. Voilà. Tandis que si tu fais avec, ben déjà, elle comprend. Déjà, tu lui rends quelque part sa dignité. Bon, je vais loin, hein, mais bon. Mais c'est vrai, tu fais pas à sa place. Tu es là pour qu'elle t'apprenne des choses, même des choses toutes simples. Moi, je suis très terre à terre. Hein. Montrez-moi comment vous faites la soupe de légumes. Montrez-moi comment vous faites votre lit. Ah, c'est très intéressant. Enfin, voilà. Et tu leur redonnes leur place parce qu'ils sont à domicile, mais ce qui est important, c'est qu'ils se sentent un peu dépossédés de ce domicile, puisque nous, on est des étrangers, avec des guillemets. On est des étrangers qui rentreront chez eux, qui leur montreront qu'ils sont plus capables. Donc, on est là pour témoigner de leur perte d'autonomie. Et c'est ça que je dis aux stagiaires que j'accompagne, c'est ne le prenez pas mal si au début, c'est un peu compliqué. Parce que vous leur montrez qu'ils ne peuvent plus faire tout seuls. Oui. Donc, c'est là qu'il faut être très diplomate pour comprendre, et pour comprendre nous, ce qu'ils ressentent, et essayer de les accompagner dans ce qu'ils veulent eux, et de les maintenir à domicile si c'est leur choix. Hein, voilà. En général, 90% des personnes veulent vieillir chez elles. Donc, si nous, on n'est pas là derrière pour étayer, c'est compliqué. Oui, ça, je l'avais vérifié quand j'étais infirmière. Hein, vous êtes vraiment les plus importantes, je pense, dans la vie des personnes, en fait, parce que les enfants viennent moins souvent, et puis l'infirmière, elle passe pas assez longtemps, et qui est là le plus souvent, c'est vous, en fait. Donc, l'importance oui, c'est ça. C'est ça. Tu peux faire piou-piou, c'est bon, ça va. Ceci dit, le fait de leur redonner leur dignité, en fait, c'est hyper important, mais tu arrives à le concrétiser avec les enfants aussi, à travailler de concert avec les enfants. T'as pas trop de jalousie, c'est qui pose le plus de problèmes, c'est toujours la famille. C'est toujours la famille. Alors, il y a 2 cas de figure. Oui, il y a de la jalousie, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est de la jalousie où ils se rendent compte qu'en fait, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire. Et le fait de s'apercevoir que nous, on le fait, j'allais dire mieux, c'est présomptueux, mais disons que comme on est des professionnels, ben forcément, ça pose problème. Et puis, ils se rendent compte qu'on connaît parfois mieux leurs parents qu'eux. Donc, c'est vrai qu'il nous faut un peu payer. Ça, ou alors, au contraire, là, il y a des gens qui te mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils veulent faire payer quelque chose à leurs parents. On ne sait pas pourquoi. Nous, on n'est pas là pour juger des histoires de vie. Chacun a son histoire qui lui appartient. Mais on s'aperçoit que des fois, c'est compliqué parce qu'ils veulent nous empêcher de faire notre job. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, si on est famille et qu'on accompagne avec une auxiliaire de vie, attention à rester chacun à sa place. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est le fait de se dire, mais elle peut le faire et moi, je peux pas, quoi. La culpabilisation de se dire, elle est avec ma mère, je peux pas. Et comme une maman, en fait, avec ses enfants, quand elle les confie à une nounou, quoi. En se disant, je vais bosser, et puis les personnes âgées, quand même, ça veut bien aussi le faire comprendre à leur enfant, je pense, hein. En disant, elle est là, au moins, elle m'écoute et elle fait les choses, non ? Oui, c'est sûr que c'est une relation particulière parce qu'on intervient quand même sur des longues périodes, enfin en tout cas dans notre association, c'est des périodes de 2 heures à chaque fois et c'est clairement, il y a beaucoup de gens que je vois plus que ma mère ou même que mon mari, puisque je les vois des fois 2 heures par jour tous les jours. Oui. Donc, et c'est tout le temps. Il y a une dame que j'ai accompagnée pendant 10 ans. Il y a une autre dame, depuis le début, ça fait 23 ans que je l'accompagne. Et effectivement, on finit par les connaître. Ils nous donnent beaucoup de choses. Hein. Enfin, ils nous donnent, ils nous apportent des connaissances et puis nous racontent leur vie. Et souvent, j'ai reçu des histoires de vie ou des choses qu'ils ont dit qu'à moi. Qu'à nous, en tout cas, nous, en tant que professionnels. Il y a des choses qu'ils n'osent pas dire à leurs enfants. Hein. Ouais. Voilà. En même temps, c'est un beau cadeau. Oui, c'est de la confiance. C'est de la confiance. Et puis, aux petits frères des pauvres, on nous apprend que vous êtes l'oreille poubelle. Alors, l'oreille poubelle, c'est pas péjoratif, ça veut dire qu'on peut tout mettre dedans. C'est vrai. Et voilà, c'est la confiance, le fait que nous, on est neutre, de toute façon, on ne répétera rien. Et ils peuvent tout déverser dedans, mais c'est vrai que nous aussi, il faut qu'on se protège. Hein, et c'est là que
il y a la force de l'équipe, les collègues avec qui tu vas partager ça. Et puis on a du soutien aussi psychologique, mais il ne faut pas se croire non plus investi d'une mission surhumaine. Non, jamais, sûrement pas. Et du coup, tu parlais d'être accompagné. Il t'arrive de faire des accompagnements de fin de vie? Alors, fin de vie à domicile, oui, mais c'est pas la fin de vie comme à l'hôpital, vraiment avec une aide médicale, l'oxygène et tout ça, parce qu'à ce moment-là, les gens ils sont déjà en structure. Mais c'est vrai que la dernière dame qu'on a accompagnée avec ma collègue, là, clairement, le médecin nous a dit c'est une fin de vie parce qu'elle voulait plus s'alimenter. Et on a essayé de faire tout ce qu'on a pu pour l'accompagner dans des endroits qu'elle aimait bien. Lui rendre la petite vie sociale avec ses copines, voilà. Et puis bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué et en même temps, on a des résultats. Oui. Parfois, on est très étonné de la stimulation qui fonctionne et puis d'autres qui fonctionnent pas du tout, mais bon, on fait ce qu'on peut. C'est sûr. Tu dirais que pour une personne que tu accompagnes, une personne âgée ou en situation de handicap, le besoin qui est le plus prégnant dans leur vie, ça serait quoi? Alors, moi, je zappe les besoins physiologiques. Je pense que ce serait le besoin d'appartenance. Ouais. Celui qui est le plus mis à mal. Hein. Ouais. Ça doit être, pour moi, c'est le besoin d'appartenance parce qu'en fait, ils n'ont plus leur cercle. Ils n'ont plus de cercle familiaux en général parce que les enfants sont super loin. C'est très très rare d'avoir des gens qui ont la famille présente. Hein. Oui. C'est très culturel aussi, selon les origines ethniques des gens, la famille est très présente. Là, on a le cas d'une dame qui est en fin de vie paralysée. Enfin, c'est vraiment un cas très très lourd. Et ses filles, elle est chez ses filles. Donc 6 mois chez l'une, 6 mois chez l'autre. Et ça, tu le vois, c'est très très rare. Donc c'est le besoin d'appartenance pour moi, parce que petit à petit, la sphère, elle se réduit. Tu pars à la retraite, tu n'as plus tes collègues de travail. Tes enfants grandissent, tu n'as plus tes enfants. Ton mari, il décède, ou ta femme, enfin voilà. Et petit à petit, ton cercle, il se réduit. Tes voisins, tes amis, ils sont tous décédés parce que tu as 95 ans. Pour moi, c'est le besoin d'appartenance. Alors peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui penseraient autrement. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Tu penses que les robots, ça pourrait être intéressant pour les personnes qui sont seules? Alors ça, tu sais, c'est comme quand il y a la télé qui est arrivée dans les années 70. On va mettre la télé à mamie, elle s'en sentira moins seule. Le problème, là, il y a 2 problèmes. Moi, les robots, je trouve ça génial. Genre pour ouvrir une porte, pour déboucher un truc de confiture ou pour donner l'alerte, à mon avis, c'est super. Mais la génération qu'on a actuellement qui sont âgés, ils ne sont pas du tout habitués au numérique. Déjà, ils ne savent pas lire les SMS, enfin pas tous, mais la plupart du temps. Et je ne vois pas trop l'interaction avec la machine, comment ça pourrait se passer. Ou alors, il faudrait qu'ils soient hyper bien humanisés. Je suis un peu dubitative là-dessus, mais ça pourrait quand même apporter quelque chose. Ne serait-ce que pour la sécurité, à mon avis, se sentirait plus en sécurité. Ouais, moi c'est ce que je pensais aussi. En EHPAD, déjà, tu vois, on les voit avec des espèces de petits robots ronds, là, qui ronronnent. Et pour les personnes qui sont déambulantes, c'est-à-dire les personnes qui marchent dans les couloirs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moment de s'asseoir et puis de caresser cette boule de poils qu'ils ont, qui ronronne et qui apaise la personne âgée, en fait. Donc, je me dis peut-être que ça peut, en tout cas, pour rassurer, avoir une présence la nuit même peut-être déjà. Ça serait exceptionnel ça. Parce que ce que tu soulignes là sur la peluche thérapeutique, c'est qu'elle ressemble vraiment à un chat. Oui. Et puis elle est lestée, enfin c'est vraiment un chat quoi. Ouais, tandis que le robot, pour l'instant, je ne sais pas s'ils ont vraiment ce niveau de. Ils ont une tête un peu humanoïde, mais bon, c'est pas non plus. Ça fait un peu peur quoi quand même. Pour une personne âgée, ça va être. En tout cas. Parce que le chat et le chien sont très réussis. Ouais. Mais ça les calme super bien. Moi, j'ai une stagiaire qui un jour a dit à une de ses patientes qui en avait un, qui voulait pas le lâcher, il n'y avait plus de piles, et puis elle s'énervait, elle disait je comprends pas, il est mort. Elle dit non, mais on va l'amener chez le vétérinaire, donnez-le nous, le temps de remettre les piles, et puis de changer. Ça a été compliqué pour l'avoir.
Et donc, du coup, tu es toujours à cheval avec ce domicile, mais tu souhaites devenir formatrice. Qu'est-ce que tu veux leur transmettre à tes stagiaires? C'est quoi le message que Ben, tu veux passer? déjà, le goût du domicile, parce que là, on souffre d'une pénurie de salariés dramatique, d'un turnover dramatique. Et ça, c'est post-Covid, parce qu'avant, il y avait un peu de turnover, mais ça allait. Et là, j'ai l'impression, parce que je me renseigne, j'écoute un peu tous mes collègues qui ne sont pas forcément dans le même milieu, et on me dit que tous les métiers un peu techniques et, j'allais dire de base, enfin, voilà, souffrent d'un manque criant de main-d'œuvre. Et là, c'est compliqué, parce que là, on a des cas, des gens qui vont pas bosser, qui préviennent pas qu'ils sont pas venus, alors qu'ils sont censés faire un petit déjeuner, un repas de midi. Et déjà, ça m'inquiète. Donc, redonner le goût du domicile à des gens qui veulent faire du soin, parce que moi, je trouve ça génial. On n'est pas pressé, on a le temps qu'on veut, on tisse un lien avec la personne, puis on fait pas que de l'aide à la toilette. C'est très varié. Avec Michel, je vais faire des démarches administratives. Avec Louisette, je vais faire la douche. Avec Geneviève, je vais jouer au loto. Enfin, c'est vraiment très varié. Et moi, ça me plaît. Voilà, donc, déjà, à leur donner le goût de ce qu'on fait, de la variété du métier, et puis après, des connaissances techniques si je peux, mais surtout le goût de travailler avec des personnes qui ont besoin de nous, quoi. Ouais. La prise en soin. Et pourtant, travailler avec des personnes âgées, c'est valorisant parce que ils te redonnent tout de suite ce que tu leur donnes, en fait. Enfin, moi, j'aimais à dire que c'était la petite histoire dans la grande histoire, en fait, mais tout de suite, ils te donnent tout ce qu'ils ont, quoi, presque, tout ce qu'ils peuvent te donner en sentiment. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est dommage parce que les jeunes générations ne s'y intéressent pas trop, ils en ont peur. Après, je sais pas comment tu l'as ressenti, le fait de se dire que c'est une personne âgée, comment ça va se passer, on fonctionne pas pareil, est-ce qu'il va pas me houspiller, est-ce que ça va être, tu vois, moi, j'ai pas trop senti ça parce que j'ai des collègues au Petit Frère des Pauvres du coin on a un super projet intergénérationnel pour aller intervenir dans des collèges. Et donc, on amène des personnes âgées de 95 à 100 ans au collège. Et les collègues qui l'ont fait m'ont dit que c'était génial. Et les jeunes, de suite, ils vont vers les personnes parce que justement, ils ne voient pas souvent leurs arrière-grands-parents. Et ça se passe très bien. Ils sont très curieux. Ils veulent aider. Ah, madame, je peux vous prendre votre manteau. Prenez-moi le bras, tout ça. C'est vraiment génial. Et les stagiaires que j'ai pas l'impression qu'il y ait ce sentiment-là que tu me décris. Par contre, eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler en équipe en EHPAD, clairement. Ce qui les rebute du domicile, c'est d'être trop seul et d'avoir, en cas de problème, d'avoir personne sur qui s'appuyer. Ouais. Voilà, tu arrives, la dame, elle est par terre, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul en EHPAD, j'appelle ma collègue, j'appelle l'infirmière. À la maison, t'es à la maison, quoi. Voilà, c'est ça qui est. Et les trajets, d'accord. Voilà. C'est ça, parce que souvent ils n'ont pas de voiture, parce que moi je suis à Montpellier, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture, et quand on leur dit il faut faire 4, 5, 6 interventions dans la journée, en tramway c'est bien joli, mais tu as une amplitude horaire de dingue, quoi. Il y a le scoot, il y a le vélo. Moi je suis en vélo, ouais. Ouais, c'est intéressant aussi. Dans 20 ans, tu le vois comment ce métier d'aide à domicile? Je sais pas. Tu le vois perdurer? Je pense, puisque des personnes âgées, il y en aura toujours, et même de plus en plus, puisque la France va en vieillissant. Moi, franchement, si je veux être honnête, j'imagine beaucoup de migrants, quoi. J'imagine parce que toute cette population subsaharienne qui arrive, elles sont super efficaces, courageuses, et avec une relation avec la personne âgée, c'est pas du tout la même relation que nous, parce que c'est l'ancêtre, c'est la personne qu'on respecte, dont on doit prendre soin, et ça je le vois beaucoup. Moi je vois beaucoup je verrai comme ça. D'accord. Après je sais pas. Après c'est culturel, c'est en campagne. Moi je l'ai vu quand même des enfants qui s'occupaient de leurs parents. C'est voilà, bon. Le plus difficile c'est les parents, les gens sans enfants.
Ça, c'est compliqué. Ton métier de formatrice, tu l'envisages comment, l'accompagnement du coup là? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Dans ton métier de formatrice, tu l'envisages comment, l'accompagnement? L'accompagnement des stagiaires? Ouais. Ben déjà, essayer au mieux de leur donner confiance en eux, dans leur capacité. Ouais. Parce qu'on a pas mal de gens qui n'ont pas confiance, qui ont peur, et alors qu'ils ont toutes les capacités et ils vont y arriver, quoi. Essayer de leur donner confiance en eux, de leur montrer que si on n'y arrive pas du premier coup, on y arrivera autrement. Et puis que de toute façon, quand on veut, on y arrive, quoi. Bon, ça, et puis leur montrer que c'est très varié comme métier et qu'on peut vraiment travailler dans plein de domaines différents. Hein. Bah, là, je parle de l'AES, mais on peut aller les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants. C'est très, très varié. Donc, même si tu vas en EHPAD et que tu dis « Oh non, finalement, ça ne me plaît pas », tu peux aller travailler dans une masse ou ailleurs. Ouais. D'autres publics, c'est très varié. Hein. Moi, je trouve que c'est les diplômes où, AES, ADVF, les accompagnent tous les... C'est vraiment pour donner un élan vers autre chose, en fait. C'est une première marche pour évoluer, pour faire quelque chose, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que vous n'êtes pas tellement reconnus, en fait. Ça commence quand même. Ça commence. Parce que déjà, il y a des établissements où on m'a dit, moi, je n'embauche plus d'aides-soignants, j'embauche que des AES parce qu'il y a le volet animation que l'aide-soignant n'a pas. Voilà. Et ça, je l'ai entendu, donc c'est plutôt sympa. Et après, je pense comme le diplôme, il est assez neuf quand même. Peut-être que ça va évoluer. En ayant des gens de qualité comme nous, ça va évoluer. Oui, ça va. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance parce que je trouve que c'est... vous avez tous une flamme qui brille au fond de vous, qui éclaire, quoi, puis qui entraîne, qui est... voilà, c'est un Roland, quoi, presque. On a envie de se rapprocher pour aller voir mieux, pour juger. Et puis, vous en êtes imprégné de votre diplôme, je trouve même. Quand vous en parlez, c'est vrai, hein, c'est un des rares diplômes où vous êtes imprégné de tout ça, quoi. De cet accompagnement, de ce que vous faites, C'est sûr que on en prend soin, on prend soin des personnes et c'est pour ça qu'on aime bien parler de prise en soin et plus de prise en charge. Après, il faut prendre de la distance aussi, sachant que c'est pas nos parents, etc. Mais c'est vrai qu'on s'investit beaucoup. Hein. Ouais. Si tu avais un livre à conseiller sur ce secteur ou sur quelque chose qui t'a touché, ce serait quoi? Moi, ce que je conseille à tous mes stagiaires en ce moment, c'est les 4 accords Toltec. Ouais. Parce que ça va t'aider à prendre du recul, justement. Ouais. Et à faire de ton mieux, mais seulement de ton mieux. Pas plus, pas moins. Je fais de mon mieux. Que ma parole soit impeccable. Parce que des fois, on se dit, ouais, je vais lui dire ça, ça va passer. Je vais mentir pour la protéger. Non, ça marche pas, ça. Parce que ça te retombe toujours dessus. Ne pas juger, ne pas faire de suppositions sur l'autre parce que c'est son monde et ça, je l'ai bien vu parce que j'ai été touchée par une personne là, qui, voilà, ça s'est très mal passé et je me suis dit, mais en fait, c'est son monde. Si elle me dit ça, c'est parce qu'elle a quelque chose qui lui fait mal à l'intérieur, c'est pas ma faute. Moi, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Donc voilà, je leur conseille ça. C'est pas du technique, c'est du développement personnel, mais pour moi, en ce moment, c'est ça. Ouais, d'accord. Tu as lu Humanitude ? Oui, j'ai fait le stage d'Humanitude, j'en ai pleuré tellement que c'était magnifique. Mais là, l'Humanitude, c'est magnifique, mais il faut qu'on tire tous dans le même sens. Hein. Oui. Parce que si toi, tu pratiques l'Humanitude et que derrière ta collègue, elle fait autrement... la déshabitude. Allez, c'est bon, vite, allez, on y va. Pouf, voilà, la douche, ouais, l'Humanitude, c'est fantastique. Moi, j'irais même conseiller pour toi, pour tous ceux qui sont dans le social, d'aller lire un petit peu Alexandre Jolien. Je ne sais pas si tu connais le métier d'homme. Oui, bien sûr. Ah, le métier d'homme, c'est ça fait pas rêver, mais je trouve que c'est un bel éclairage aussi.
Sinon, pour être plus terre à terre, il y a la théorie de la validation de Naomi Feil avec les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Parce que là, par exemple, j'ai des collègues qui me disent oui, mais elle m'accuse d'avoir volé le téléphone ou elle m'accuse d'avoir dérangé sa cuisine, alors que nous, on sait très bien que c'est la dame qui l'a fait. Mais c'est pas moi. Je dis non, c'est pas moi. Elle me dit qu'il y a des gens qui rentrent chez elle. Oui, mais qu'est-ce qu'elle veut te dire derrière ça, en fait? Le problème, c'est qu'elle les voit vraiment, peut-être, ces gens. C'est ça. Et donc, Naomi Feil, elle donne l'exemple du chien. La dame qui ne voulait pas aller manger parce qu'il y avait un gros chien devant le frigo. Alors, l'intervenant lui dit « Ah bon, mais alors quelle couleur il est, ce chien? Mais à votre avis, à qui il appartient? Et comment on pourrait faire pour qu'il soit gentil ?» Et hop, et petit à petit, elle a apprivoisé le chien, qui est imaginaire. Voilà. Moi, je trouve que toutes ces lectures, ça nourrit après, ça permet de prendre en soin justement les personnes dans toute leur splendeur, quelque part, et dans leur... C'est vrai, hein. Ben moi, j'ai plus de questions pour toi. Je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour clore ce... Eh ben, d'abord, merci. Je suis très honorée de cette invitation, de participer à ta chaîne qui est splendide, même si je m'estime pas au niveau des gens qui avaient parlé avant. Mais moi, je trouve que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et tu vois, c'est toutes ces personnes qu'on ne voit pas, qui sont exceptionnelles et brillantes, je trouve, qui ont besoin qu'on les mette en valeur pour que d'autres aient envie de faire comme elles, de suivre leur exemple peut-être aussi. Donc c'est important de donner la parole à tout le monde. Ouais, surtout que c'est vrai qu'on a des personnes vraiment brillantes, comme tu dis, parmi nous, parmi nos collègues, qui prennent vraiment leur métier à cœur. Ce sont de très bonnes professionnels, point de vue humain, point de vue gestes techniques, qui mériteraient plus de salaire, plus de reconnaissance, parce que il faut savoir que le coût d'un EHPAD, c'est 3 000 € minimum par mois, et nous, on les maintient à domicile avec un coût vraiment pour les familles qui est incomparable. Et puis, il y a une qualité de vie, puisqu'ils sont chez eux. Voilà, comme moi je prends toujours l'exemple de la toilette, mais si la dame elle veut passer 2 heures dans la salle de bain, mais il n'y a aucun problème. On peut passer 2 heures, on peut passer 15 minutes à se brosser les dents. C'est vraiment, si elle veut manger ça, elle aura ça. Enfin voilà, c'est vraiment une qualité de vie qu'on aura du mal à retrouver en structure, même s'il y a des structures qui sont super. Mais là, c'est vraiment, ça mérite d'être mis en valeur. Oui, mais vous méritez donc d'être mis en valeur. Et en tout cas, je te remercie beaucoup parce que je t'ai contacté, tu as répondu présente tout de suite. Merci à toi. Et puis, bonne route en tant que formatrice, mais aussi en tant qu'accompagnante. Merci, à toi aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.